Je me souviens avoir mis les pieds dans cette classe de CM2 avant le concours et waouh, c'était la révélation. Et dites-moi, ça vous dit de découvrir les façons de faire d'une enseignante pas comme les autres ? Je pars de l'enfant lui-même, de ses besoins à lui. Il peut être au CE2, au CM1, CM2. C'est une façon de partager les connaissances avec l'enfant qui respecte beaucoup son rythme à lui. Des méthodes pédagogiques inspirées entre autres de la fameuse Maria Montessori. Et constat, ces élèves s'investissent beaucoup plus qu'avec l'apprentissage traditionnel. Cette méthode où en fait, tu arrives, l'enfant arrive, tu vas lui dire exactement tout ce qu'il doit faire. Assieds-toi, prends ton livre de maths, ouvre-le à la page 74, fais l'exercice 18 dans ton cahier du jour avec tel stylo de telle couleur. L'enfant, il apprend quelque chose là, il apprend à respecter des consignes. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif de ta notion de maths ? Je suis pas très sûre. Et vous le verrez très vite, sa salle de classe est un vrai paradis pour les enfants aux troubles de l'attention, hyperactifs et HPI. Et pour comprendre comment tout ça fonctionne, je vous invite à écouter l'intégralité de cette discussion. Soyez les bienvenus dans cet épisode d'Histoire de vie. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Émilie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce 16e épisode d'Histoire de vie. Bienvenue à toi. Merci de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir. Bienvenue à vous aussi qui nous écoutez. Émilie, ta présence est hyper symbolique ici parce que tu vas nous parler d'un métier qu'on connaît tous finalement. On est tous passés sur les bancs de l'école parce qu'en France, on a la chance d'avoir l'école gratuite pour tout le monde, que tu sois étranger ou français. C'est depuis la loi Jules Ferry, il me semble, 1882. C'est bien ça. Je connais mes dates. J'ai révisé mon histoire. Avant de venir. Oh, exactement, parce que je fais l'intéressante, mais j'ai pas gardé ça depuis les années d'école, absolument pas. Ce qui m'intéresse là, tout de suite, Émilie, avant d'apprendre à te connaître, c'est de savoir comment est-ce que tu définis ton métier. Alors, c'est un métier qui est vaste. C'est un métier qui doit venir, en fait, je pense, du fond du cœur. Parce que c'est quelque chose qu'on fait pour les enfants. On est là pour les guider, pour partager un maximum de choses, de connaissances avec eux. Mais pas forcément que les connaissances français, maths ou histoire. D'ailleurs, que tu as très bien révisé. Mais de savoir vivre, de comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, pour être en société. Pour moi, ça, c'est la base. Et puis ensuite, venir leur apporter un maximum de connaissances. Voilà comment je définirais ça. Vous avez une mission quand même importante dans la société, vous contribuez à l'éducation des enfants. Vous avez une certaine responsabilité aussi, tu le vois comme ça toi aussi ? Oh mais complètement. Moi j'adore une phrase qui dit qu'on est en train de construire les êtres humains de demain. C'est exactement ça. On est en train de faire en sorte que ça devienne des enfants, de futurs êtres humains mais éclairés, qui seraient capables d'avoir un esprit critique sur ce qui se passe d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il se passe énormément de choses et on a l'impression que beaucoup d'êtres humains en fait se détachent de l'information, se désinforment. Donc là, on est face à de futurs êtres humains qui ont, pour moi, cette obligation de retrouver en fait le côté, il faut qu'on s'informe pour en savoir plus et pour pouvoir se protéger, pour pouvoir mieux s'armer, entre guillemets, pour construire le monde de demain. On parle d'un tas de choses aujourd'hui et on cherche plus à savoir. On fait que croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Exactement. Notamment. Exactement. Oui. Moi, donc, ça me parle forcément ce que tu dis parce que l'information, la vraie information, il faut la chercher, il faut consulter des sources fiables et ne pas se contenter simplement des réseaux sociaux qui peuvent dire tout et n'importe quoi. C'est ça. On a des spécialistes, des scientifiques, qui en plus nous sortent beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, mais c'est trop long à lire apparemment. C'est beaucoup moins intéressant que des vidéos sur les réseaux. Donc exactement, et c'est des bons réflexes à avoir dès le plus jeune âge. Émilie, tu fais partie de cette génération d'enseignants qui transmet du savoir avec différentes méthodes, finalement, qui sont totalement différentes de celles de nos instituteurs de l'époque. On va parler éducation, on va parler Montessori, façon de faire très en vogue en ce moment, que tu instaures dans ta pédagogie. Mais d'abord, c'est important que les auditeurs puissent savoir qui tu es. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu le souhaites ? Sur ce coup-là, on est sur du Montessori également. Tu fais comme tu le sens. Comme je le sens. Ok, donc je m'appelle Émilie, je suis originaire de Saint-Pierre, donc de l'île de la Réunion. Et à 18 ans, lorsque mes parents m'ont dit « On te voit bien être professeur des écoles », je leur ai dit « Surtout pas, jamais de la vie ».
Et j'ai fait mes études pour être ingénieure en agroalimentaire parce qu'en fait, je voulais reprendre la charcuterie de mon papa. Oh. Ouais. Donc, je fais tout ça. Bon, à la base, j'ai essayé le concours vétérinaire, j'ai essayé pas mal de petites choses. Et finalement, j'ai eu le diplôme d'ingénieur. J'ai quand même pas mal bossé dans le domaine, dans le métier. Et au moment où j'ai voulu reprendre la charcuterie, mon papa, lui, a décidé d'arrêter sa carrière. Oui. Cette époque-là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on fait un petit truc en attendant. J'ai décidé d'être surveillante dans un lycée. Ça se passe très bien, sauf que j'arrive et puis il y a tout le monde qui me parle du CRPE et PE. Alors, ils parlaient tous en message codé pour moi. Je me disais, mais c'est quoi PE? Parce que d'ailleurs, surveillant, on appelle ça AED, je crois, non? Maintenant, AED. Oui, c'est ça. C'est ça, on est des AED. Assistants à l'éducation, et tu vois, là, j'ai un doute. AED. J'ai un doute. Bah écoutez, allez vérifier si vous nous écoutez. Regarder, cliquez sur Google, on le fera juste après cet épisode. En tout cas, voilà, je surveille, je fais même les nuits avec les lycéens. Et on commence à m'expliquer un peu ce que c'est que le CRPE, c'est le fameux concours pour être professeur des écoles. Puis en fait, j'avoue, on était 5 ou 6 surveillants à le faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais suivre le mouvement et moi aussi je vais le faire. On verra bien de toute façon. Tu t'es laissé entraîner quoi? Je me suis laissé entraîner. Ça c'était en novembre, donc je m'inscris. J'avoue, décembre, janvier, j'ai fait la fête. Alors, en même temps, c'était une année un peu sabbatique pour moi, une année où voilà, je me recentrais sur moi, je voulais savoir, je me posais des questions sur ce que je voulais faire de ma vie. Et en janvier, en fait, je me suis dit, bon allez, concours c'est en avril, on y va, on bosse. J'ai bossé, j'ai fait un stage à Massy, ça c'est une partie très importante de ma vie et du pourquoi je suis aujourd'hui professeure des écoles. Un directeur m'a gentiment accueillie dans son école avant le concours pour que je puisse voir à quoi ça ressemble finalement, parce que c'était comme métier. Je me souviens avoir mis les pieds dans cette classe de CM2 et waouh, c'était la révélation. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Qu'est-ce qui t'a frappé à l'œil? Ça a été la relation entre le maître et les enfants. Puis ce côté monsieur, j'ai réussi à faire, et puis cette lumière qu'il y avait dans les yeux, je me suis dit mais rien que ça, moi ça m'avait refait ma semaine. Je me sentais remplie d'amour, comme ils disaient les enfants, c'était magique. Une bouffée d'énergie. Mais c'est ça, et c'est ce que je ressens aujourd'hui à chaque fois que je vais travailler. Parfois je suis fatiguée, j'ai pas envie parce que voilà, pour X raisons. Je retrouve mes enfants, mes élèves, et là waouh, ok, je sais pourquoi je suis là. Ah, c'est beau. Et ils le ressentent en plus, ils le ressentent quand on va pas très bien. J'en ai une à chaque fois qui est incroyable. Dès que je me sens pas très bien. Maîtresse, t'as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Tu veux un câlin? Oh. Et c'est un métier qui est magique. Qui est magique quand on a cette connexion avec les enfants. C'est hyper beau ce que tu dis. Parce que moi, je me souviens de mes anciens profs. Il n'y avait pas de connexion. Étonnant. J'ai le souvenir en CE2 de ce prof, monsieur... Non, je ne vais pas le citer quand même. Qui avait tendance, avec sa règle, à nous frapper la main comme ça, là, quand on n'avait pas bon sur les tables de multiplication. Donc, je peux te dire que cette connexion était inexistante. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a quand même des enseignants qui, effectivement, n'ont pas forcément cette connexion-là, mais maintenant, je ne suis pas là pour juger. Oui. Ils font leur métier à leur façon, et puis, même sans connexion, peut-être qu'ils y arrivent très bien. Donc, mais personnellement, moi, je sais que si je fais ce métier-là, c'est parce qu'elle est là, elle existe. Moi, j'aime bien comprendre le cheminement qui a conduit un professionnel vers son métier, et finalement, toi, tu n'avais pas un profil éducation nationale. Pas du tout. Et tu t'es retrouvée dedans un peu par hasard. On peut parler de coup de foudre? Oui. Non mais vraiment, parce que j'ai jamais tenu aussi longtemps dans un métier, je veux dire. Et je suis pas prête de le laisser tomber, ce métier-là. Ça fait combien d'années là? Depuis 2017. Depuis 2017, c'est ça. Ok, donc, c'est une histoire qui va durer certainement. Tant que je l'ai, cette petite flamme là qui me donne envie de me réveiller et d'y aller, j'y vais. Elle est importante cette flamme, parce que tu n'as pas n'importe quel rôle, on le disait tout à l'heure, dans la vie de ces enfants que tu côtoies. Finalement, ces enfants passent plus de temps avec toi qu'avec leurs propres parents. Et en plus, je fais des stages pendant les vacances, donc oui, complètement. D'ailleurs, on parle de coéducation aujourd'hui, dans l'éducation nationale. Ah, c'est intéressant ça. Bon, Émilie, on disait tout à l'heure que tu fais partie de ces profs qui utilisent la méthode Montessori, cette fameuse méthode qui fait d'ailleurs polémique sur le réseau social TikTok. Il y a des mamans Montessori qui s'opposent aux mamans Ghetto-sori. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui sont un peu branchés TikTok ont aperçu cette trend. J'aimerais que tu nous
expliques un peu ce que c'est Montessori? C'est une façon de faire qui s'adapte à la personnalité de l'enfant, c'est bien ça? Alors, Montessori, ça vient d'une scientifique, Maria Montessori. Alors, je pose tout de suite le cadre, je ne suis pas une professionnelle de Montessori et moi, je m'en inspire. Après, j'ai fait un petit stage et là, du coup, ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai retenu de ce fameux stage. Je suis très loin de prétendre savoir un maximum de choses et d'être une source fiable pour Montessori. Mais moi, beaucoup de pincettes là avant de se lancer. Mais je préfère le faire parce qu'en fait, c'est vrai que aujourd'hui, on parle tellement de Montessori, mais sans prévenir que finalement, moi, j'en sais. Puis de toute façon, Maria Montessori, elle le disait elle-même, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, on est là pour apprendre à l'enfant à faire lui-même. La méthode Montessori, c'est vraiment un principe de vie. C'est une façon de partager les connaissances avec l'enfant qui respecte beaucoup son rythme à lui. Et on ne va plus voir l'enfant comme un objet à remplir. L'enfant est un être qui a une curiosité naturelle, qui a déjà plein de savoirs, qui a déjà plein de choses et qui est là pour aller découvrir avec nous. Justement, c'est ce que disait Maria Montessori en faisant quelques recherches. J'ai vu qu'elle disait l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. C'est ça. C'est-à-dire qu'on laisse l'enfant exprimer ses émotions, ses façons de faire. Ses hypothèses aussi. Parce que lui, il a une façon de voir le monde qui est très différente de la nôtre. Et là, en fait, nous, notre rôle, c'est d'écouter déjà ce qu'il a à dire et puis essayer de comprendre lui où il en est pour ensuite réajuster avec les connaissances ou l'emmener avec nous vers un questionnement pour ensuite qu'il trouve peut-être lui-même la réponse. Et là, la fierté, enfin voilà, on parle, c'est clairement lié aux émotions. Parce que quand un enfant trouve tout seul, c'est très différent d'un enfant à qui on a donné la réponse. Oui, c'est clair. C'est complètement différent. Et c'est quoi l'objectif finalement de cette méthode? Rendre l'enfant acteur de son apprentissage. C'est lui qui est actif. Alors que dans la méthode dont on parlait tout à l'heure, là, tu sais, cette fameuse méthode de ton prof de CE2 peut-être, je sais pas, où en fait l'enfant il est complètement passif. Cette méthode où en fait, tu arrives, l'enfant arrive, tu vas lui dire exactement tout ce qu'il doit faire. Assieds-toi. Prends ton livre de maths, ouvre-le à la page 74, fais l'exercice 18 dans ton cahier du jour avec tel stylo de telle couleur. Ok, méthode traditionnelle. L'enfant, il apprend quelque chose là, il apprend à respecter des consignes. Mais est-ce que c'est vraiment ça là, l'objectif de ta notion de maths? Je suis pas très sûre. Ton objectif de maths là, c'est peut-être qu'il intègre une notion. Bon. Alors que si tu lui dis, bon, aujourd'hui on arrive, on va travailler sur le cercle. Moi j'aimerais, on avait vu là déjà la dernière fois, cette leçon, tel vocabulaire, etc. Je te rappelle l'objectif. Maintenant, tu as cet exercice, on liste les exercices qu'il y a à faire. Tu as tous ces exercices-là pour t'entraîner, pour mieux automatiser la notion. Entraîne-toi, fais tes exercices, c'est autocorrigé ou pas, ou tu me les montres, ou il y a un tuteur qui viendra t'aider à corriger, etc. Mais moi, mon objectif, c'est que tu comprennes la notion. Et ensuite, je viendrai avec un petit bilan, et on fera une sorte de bilan individuel, et je te poserai des questions pour voir ce que tu as compris. Voilà, je peux te dire que l'enfant, il va être acteur de son apprentissage. Oui. Il va aller lui-même à la découverte des exercices. Il va le faire comme il le souhaite. Là où dans ma classe, c'est très particulier. Ils ont le droit de marcher, ils ont le droit de s'asseoir, de s'allonger. Bon, pas sur les tables, mais au sol. Il y a des petites tables comme des plateaux, là, pour qu'ils bossent au sol, des tapis. Ah oui. Et j'en envoie même certains dehors, en fait, juste devant la classe, parce qu'on a un beau jardin devant. On avait d'ailleurs un petit projet potager derrière. Ils vont s'asseoir là où ils se sentent à l'aise. Ils vont se mettre là où ils se sentent à l'aise et ils vont bosser. Moi, j'aurais dit à chaque fois, objectif, vous avez une obligation de résultat. C'est tout ce que je vous demande. J'ai des collègues qui venaient parfois, qui me disaient, mais c'est un peu le foutoir dans la classe, là, non? On en voyait qui marchaient, on voyait des élèves qui marchaient, on voyait des élèves qui étaient à deux en train de discuter, des élèves allongés en train de faire leur exercice, d'écrire dans leur cahier, mais allongés. Voilà, c'est vrai que ça ressemblait un peu à n'importe quoi. Et d'autres qui étaient dehors. Et puis moi, je leur disais à chaque fois à ces collègues, oui, c'est vrai, ça ressemble à n'importe quoi, mais juste observe. Celui qui marche là, il est en train d'apprendre sa poésie. Et il se concentre mieux, il mémorise mieux en marchant. Les deux qui sont assis là, en fait, il y en a un qui est tuteur de l'autre et qui est en train de lui expliquer la notion qu'il n'a pas compris. Celui qui est allongé là, certes, il est allongé, il dérange personne, il est dans son coin. Et en fait, c'est un des élèves qui n'arrive pas à travailler quand il est assis. Il est comme ça, il a besoin d'être allongé, d'être à l'aise pour pouvoir se mettre au travail. Et ceux qui sont dehors, ils se sentent bien, mais ils travaillent en fait. Ils sont tous au travail. Tous. Et tout ça en chuchotant, en respectant 3 règles que moi j'ai mis en place dans la classe. On chuchote,
on se déplace dans le calme, on lève juste la main pour, sans dire maîtresse, quand on veut avoir la parole, quand on est dans un temps d'échange. Je pense que les enfants qui ont été diagnostiqués TDAH, trouble du comportement, trouble de l'attention, ils doivent se régaler dans ta classe. J'en ai eu plusieurs. Oui. J'ai eu 2 autistes aussi dans la classe. Et effectivement, ils ont ce côté où ils peuvent se déplacer. Ils ont le droit de bouger. Ils ont le droit, en fait, d'être eux-mêmes. Exactement. Et ça fait toute la différence. Ouais. Tu te rends compte, moi-même, mais je leur disais aux enfants, je leur expliquais pourquoi je mettais en place ces règles-là. D'ailleurs, expliquer pourquoi tu mets en place des choses, ça, c'est hyper important pour eux aussi. Parce que ça leur permet de construire un cheminement, tout un questionnement et tout, et puis de justifier les choix qui ont été faits, de mieux comprendre. Ouais. Et le fait de comprendre, derrière, on applique plus facilement la règle. Je sais pourquoi on le fait. Donc, ils sont impliqués, en fait, tout simplement dans l'éducation. Mais ils sont hyper responsables. Ouais. Alors, pour te raconter la petite histoire de comment moi je vis mon année scolaire. Les premières périodes, je suis en basket, parce que je cours dans tous les sens. Parce qu'en fait, c'est la période où en fait, on met en place les règles. Donc, moi, je suis très active. Je fais souvent des temps d'échange où on réexplique les règles, où on reparle de tout ça, où on dit... Enfin, voilà, c'est très, très actif. Et moi, je suis épuisée très souvent pendant les vacances de décembre, janvier. À partir de janvier, les choses commencent à changer. Parce que là, les enfants, ils connaissent les règles de la classe, ils connaissent le fonctionnement. Et arrivé vers mars, avril, mai, où tous les profs, ils en peuvent plus, ils sont sur les rotules parce que c'est la fin d'année, on est épuisé, on n'en peut plus, on fait que crier, on n'a plus de voix. Et bien moi, en fait, c'est la période de l'année que je préfère parce que j'arrive avec mon petit café, mon petit thé. Les élèves, il y a les responsables des rangs qui font rentrer dans la classe. Ah ouais. Ils savent exactement quoi faire, donc ils vont poser les sacs dans les vestiaires, ils vont se poser, on forme le petit cercle des bonjours. Il y a quelqu'un qui fait l'appel et qui le note au tableau, il y a quelqu'un qui va noter, qui va donner l'emploi du temps, etc., etc. Chacun a sa responsabilité et je peux arriver, ne rien dire. Ils vont se mettre au travail tout seuls. Ah oui, en fait, c'est tes collègues presque. Mais ce sont mes assistants. Exactement. Ce sont mes assistants et en fait, ils adorent prendre en main la classe. Et comment on arrive à mettre ces pratiques en place? Parce qu'on a un directeur quand même au sein d'un établissement scolaire et tu le disais, tous tes collègues ne procèdent pas de la même manière. Donc, comment est-ce qu'on arrive à convaincre le directeur de l'établissement que je vais faire ça, vous allez trouver ça bizarre, mais laissez-moi faire. En fait, alors déjà, le directeur, c'est un collègue, n'est pas notre employeur, notre supérieur hiérarchique. D'accord. Le supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur. Ok, c'est important ce que tu dis, parce que moi, j'étais persuadée que c'était votre non, c'est supérieur, c'est un collègue, mais qui a du coup des missions, des fonctions différentes. Sachant qu'il y a des directeurs qui peuvent avoir une classe et la fonction de directeur. Ok. En fonction du nombre de classes qu'il y a dans les écoles. Et ensuite, chose très importante, c'est qu'on a tous une liberté pédagogique. On a le programme qui est un peu ce socle-là sur lequel on va s'appuyer, mais derrière, on a une liberté pédagogique qui, du coup, me permet de travailler comme je veux, comme je le sens, du moment que je respecte derrière le programme, puis ce qui est demandé par l'inspection. Donc, moi, je suis justement, parlons de l'inspection. Est-ce que tu t'es déjà fait visiter dans ces conditions? Non, dans 2 ans. Ah, c'est dans 2 ans que ça va se passer? Dans 2 ans, okay. Par contre, quand j'ai été stagiaire, parce que quand tu as le concours, tu as une année où tu es stagiaire. Pendant cette année de stage, tu as plusieurs visites de la conseillère pédagogique, notamment. Je me souviens très bien que cette conseillère pédagogique, là, c'était à Saint-Denis. J'avais fait une séance très traditionnelle, mais qui me convenait absolument pas, mais il fallait que j'essaie. Il fallait que je teste pour voir un petit peu. Et elle-même, elle m'a dit non, c'est pas fait pour toi, ça. Ouais. Du coup, moi, j'ai envie de comprendre comment ça se passe une journée type dans ta classe. Parce que j'ai cru comprendre que tu n'arrivais pas en tant que maîtresse avec sacré et que tu écris lundi 12 février non, les élèves tableau. Le font. Pourquoi je vais le faire? Voilà, donc cette étape-là, on l'a bannie. Alors aujourd'hui, les enfants, on va apprendre les tables de multiplication, la table de 2. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Il y a une chose qui est hyper intéressante pour les autistes et ceux qui ont un TDAH, c'est le côté, déjà, emploi du temps qui reste quasiment le même. Enfin, c'est le même emploi du temps pour la semaine, toutes les semaines. Le lundi, ce sera cercle des bonjours. Cercle des bonjours qui est hyper intéressant. En fait, on se met en cercle et chacun son tour, on va dire comment on se sent aujourd'hui et de quoi on a besoin. Et on peut rajouter une petite anecdote, quelque
quelque chose, histoire qui fait rigoler. Par exemple, je me souviens d'un Lucas qui nous raconte souvent l'histoire de son petit frère qui essaye de le taper et comment il arrive à l'éviter. Et ça fait rire la classe à chaque fois. Donc voilà. Et en fait, ça crée une bonne ambiance dès le début de la journée. Et ils vont dire tout de suite comment ils se sentent. Oui. Et là, toute la classe est au courant. Par exemple, j'ai déjà eu le cas d'un enfant qui n'avait pas envie d'être dérangé, qui avait besoin d'un moment de calme tout seul parce qu'il se sentait triste. Mais pour digérer cette tristesse-là, il avait besoin d'un moment tranquille, sans question, sans personne qui lui parle. Là, il a besoin d'être dans sa bulle. Et le fait de poser ça, c'est posé, ça y est, je l'ai dit à toute la classe, vous êtes au courant. Eh bien, en fait, ça évite les oh, t'as pas l'air bien aujourd'hui, puis t'as le deuxième élève qui arrive, t'as pas l'air bien. À un moment donné, en fait, celui qui a besoin de cette tranquillité, il explose. Là, non, tout est posé, on sait comment chacun se sent, on respecte les besoins de l'autre, et puis ça, on commence la journée tranquillement, dans la bonne humeur. Oui, en fait, on prend la température dès qu'on se voit. C'est ça. Mais quitte à perdre 15-20 minutes, mais je trouve que ça, c'est hyper important parce que ça peut changer l'ambiance de la journée. Donc, hyper important, cercle des bonjours. On devrait instaurer ça aussi au boulot. Oh, mais complètement, autour d'un petit café. Ça serait pas mal. Aujourd'hui, c'est la grisaille. Venez pas m'embêter. Je peux monter très vite. Non, c'est hyper intéressant. Mais à ce moment-là, à quel moment est-ce qu'on apprend? Du coup, tout le temps. Comment est-ce qu'on apprend? Alors, une fois en respectant le programme. Parce que là, ça a l'air hyper sympa, ça a l'air hyper cosy, ça a l'air hyper et puis on bosse pas. Fun. Mais oui, est-ce qu'à la fin de la journée, on ressort de cette classe avec du savoir? Écoute, une fois qu'on a fini ce cercle des bonjours, on fait du français sous forme. Moi, j'ai des parcours. Donc en fait, je vais quand même aller voir les enfants. J'ai quand même un petit rôle dans cette classe. Mais je les mets en parcours avec des objectifs différents. Je vais les voir en fonction de leurs besoins. Pendant ce temps, les 2 autres parcours seront en autonomie ou avec un tuteur qui va leur expliquer la notion. Donc en fait, j'utilise un peu mes élèves pour qu'ils aillent apprendre, qu'ils prennent un peu mon rôle aussi parfois, qu'ils aillent aider, qu'ils aillent corriger. Puis eux, ça leur apprend plein de choses aussi. Mais les enfants, ils aiment bien quand on les responsabilise. Ils aiment bien quand on leur fait confiance et qu'on leur donne un peu de pouvoir. Mais oui, mais c'est ça. Mais ils adorent ça. Et puis montrer à l'autre qu'il sait. Sauf que l'autre en face, il va dire moi je vais lui montrer que je sais aussi. Donc en fait, il y a cette mayonnaise qui a pris là dans la classe avec ce fonctionnement qui tire tout le monde vers le haut. Et donc moi je passe de parcours en parcours. Voilà comment je fonctionne et à chaque fois avec un petit groupe de 8 élèves à peu près. Et ça ça change la donne. Faire classe à 25 élèves et transmettre une notion à 8 enfants en face de toi, c'est complètement différent. En plus, 8 élèves qui ont déjà à peu près le même bagage parce que du coup, c'est un peu une sorte de groupe de niveau. Il a besoin lui de revoir l'ordre alphabétique alors qu'il est au CM2. Et alors, tu as besoin de revoir cet ordre alphabétique, viens avec nous, on le revoit ensemble. Et une fois que tu seras prêt, tu passeras au parcours suivant. Et une fois que tu auras atteint l'objectif du parcours suivant, tu iras dans l'autre parcours. Et donc, en fait, je fonctionne comme ça en français et maths. Et pour toutes les autres matières, c'est le système de la classe inversée. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Absolument pas. C'est pareil, c'est une pédagogie qui est comme Montessori, comme Freinet, où ce sont les enfants qui vont faire des recherches et qui vont présenter du coup à la classe ce qu'ils ont appris. La transmission du savoir se fait par l'enfant. Et moi, en fait, mon rôle à moi ici, c'est de mettre à disposition tout le matériel et toutes les... je fais des petites fiches d'exposé, je fais plein de recherches moi-même pour que l'enfant, il ait à sa disposition les manuels qu'il faut, les vidéos qu'il faut, enfin voilà, tout le matériel pour comprendre la notion et ensuite pouvoir la transmettre aux autres. Donc là, il y a plusieurs objectifs là qui sont travaillés. Il y a le langage oral, il y a la lecture, la compréhension de texte, l'écriture, parce qu'ils sont obligés de faire une production d'écrit avant qui fait office de petites leçons qu'ils vont transmettre aux autres. Donc c'est eux qui font eux-mêmes la leçon, avec parfois des petites des idées qui viennent d'eux-mêmes. Maîtresse, moi je vais faire une leçon pour moi, mais entière. Une leçon correcte. Et par contre, je vais mettre du blanco ensuite et tu feras une photocopie, comme ça ils auront un texte à trous. Comme ça, pendant que j'expliquerai, les mots les plus importants, ils devront compléter. Et je me dis, mais c'est parfait, mais c'est génial, oui, bien sûr. Et donc, en fonctionnant sous forme d'exposé, je pense que là, j'ai trouvé ma petite voie, ma petite façon d'instruire l'histoire, géographie, sciences, parce que c'est juste, c'est magique. Mais c'est utopique, ce que tu me présentes là. Ah oui. J'ai presque envie d'avoir un gosse et de l'envoyer à Saint-Pierre.
faire ses cours chez Émilie, tu sais. Voilà, ça fonctionne pour l'instant. Et moi, les parents sont OK avec... Ils adorent. Au tout début, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'était tellement différent, ça a changé tellement qu'il y en a qui étaient très réfractaires. Moi, ce que je leur propose, c'est de venir voir les exposés de leur enfant. Pendant le matin, français maths, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils voient, mais quand leur enfant présente un exposé, j'ai pas besoin de parler, d'expliquer où l'enfant en est, quoi. Ça se voit, ne serait-ce dans le langage oral, dans les recherches qu'il a fait. Donc, en fait, tout le monde est content. Donc, moi, j'invite souvent les parents à venir dans la classe pour être rassurés, justement. Et c'est au moment où ils sont dans la classe que là, je vais leur expliquer le fonctionnement, que je vais les rassurer, répondre à toutes leurs questions. Mais jusqu'à maintenant, franchement, ça se passe super bien. Et les parents sont très, très, très contents. J'imagine, parce que c'est vrai que les parents sont assez soucieux de l'apprentissage de leur enfant. Et quand ils voient, je pense, cette implication, de voir les enfants volontaires, de voir les enfants qui, finalement, apprennent un petit peu d'eux-mêmes, sont responsables de leur apprentissage, ça doit être... Mais surtout que ça se répercute à la maison. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un petit couac dans tout ça? Parce que c'est vrai que là, l'enfant se retrouve dans ta classe, il y a tout cet environnement-là. Mais quand il passe à une classe supérieure, comment ça se passe? Parce qu'il doit y avoir un décalage. Tu te retrouves ici, on te fait hyper confiance. Là-bas, tu dois rester assis sur ta chaise et écouter la maîtresse parler. Après, la transition doit être brutale, non? Eh ben non, figure-toi. Mais en fait, je leur donne une liberté pour qu'ils apprennent à se débrouiller seuls. Ce qui fait qu'arriver, en fait, dans une autre classe, arriver au collège, en 6e, avec plein de profs qui ont plein de pédagogie et de façons de faire différentes, mais ils ont une capacité d'adaptation qui est juste incroyable. Et c'est ce que les parents, 2 ou 3 parents sont déjà revenus me dire. Écoute, il a 17 de moyenne, il est pas content, il essaye d'atteindre le 19. Et oui, et puis le petit qui était autiste d'ailleurs, moi je m'en faisais beaucoup pour lui. Je me disais, mince, il va changer d'AESH, il va changer d'environnement, comment ça va se passer pour lui? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé le langage oral avec lui. Parce qu'on avait du mal à comprendre ce qu'il disait, il avait du mal à s'exprimer. Et là, aujourd'hui, il est capable d'aller poser des questions à des gens. Rien que ça, mais c'est parfait, quoi. C'est gagné pour moi. C'est ça la reconnaissance que j'ai, moi. Oui. Dans mon métier. C'est clair. Elle est géniale. Donc, non, pour l'instant, en tout cas, ça se passe plutôt bien et il y a ce côté où ils sont capables de s'adapter très très vite. Autre particularité de ta classe, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. On appelle ça les classes à multiniveau. C'est bien ça. Tu peux avoir des CE2, tout comme tu peux avoir des CM1, tout comme tu peux avoir des CM2. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de collège tout à l'heure. Ok. Parce que j'ai toujours un groupe qui part et du coup de nouveaux qui arrivent. Comment est-ce que tu t'adaptes à ces différents niveaux? Comment est-ce qu'on arrive à adapter un programme plus tôt en travaillant tous les jours avec des enfants qui n'ont pas du tout le même niveau, qui ne sont pas dans la même classe finalement? Eh bien, je commencerai par te dire que dans une classe déjà unique, prends un CM1 par exemple, t'as que des CM1, certes, mais dans un CM1 unique, t'as jamais le même niveau. T'as déjà des élèves qui ont un niveau CM1 moyen ou un très bon niveau CM1. Certains ont déjà peut-être un niveau de CM2. T'en as qui sont encore au CE2 ou voire au CE1. Et là, comment tu fais? T'as pas un multiniveau déjà? Ouais, c'est Donc en fait, moi, c'est juste que c'est officiel. Ils sont officiellement au CE2, officiellement au CM1 et officiellement au CM2. Mais en fait, moi, je travaille déjà en cycle. C'est-à-dire que tu as des cycles en fait par classe, par niveau. Tu as le cycle 1 qui fait petite section, moyenne section, grande section. Le cycle 2 qui fait CP, CE1, CE2. Et le cycle 3 où tu as CM1, CM2, 6e. Comme je travaille par cycle, en fait, ça fonctionne très bien, en tout cas pour les CM1, CM2. C'est vrai que là, du coup, j'ai 2 cycles, j'ai les CE2 aussi. Mais parmi les CE2, j'en ai qui sont prêts à faire du CM1. Okay. Et parmi les CM2, j'en ai qui ont besoin de revoir du CE2. Donc en fait, je parle pas du tout de leur niveau. Et en fait, je regarde les besoins de chaque élève. Toi, t'es peut-être au CM2, t'as besoin de revoir l'ordre alphabétique. Parce que tant que tu connais pas l'ordre alphabétique, tu pourras pas aller chercher dans le dictionnaire. Ouais, c'est clair. Et continuer ensuite tout le programme de vocabulaire, ça servirait strictement à rien. Je me souviens d'un petit un petit grand, CM2, qui avait beaucoup de mal avec ça. Et en mars, il a eu le déclic. Moi, je me disais, mince, du coup, programme de vocabulaire, pour lui, un peu compliqué, quoi. Il a du mal à suivre en vocabulaire. Il est toujours à l'ordre alphabétique, quoi. Puis en mars, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a eu le déclic. Mais c'est simple, en fait! Et à partir de là, je te promets, de mars à juin, il a bossé le vocabulaire, mais il a avancé, mais avec une rapidité. Il a tellement progressé qu'il a eu un niveau moyen de CM2 en vocabulaire. Ouais. Mais tout ça parce qu'il fallait débloquer quelque chose. Mais tu te rends compte, si il n'avait pas eu ce déclic, il aurait traîné ça jusqu'au collège. Enfin, on lui aurait appris synonymes, antonymes, etc. et l'origine des mots. Normalement, il comprend pas l'ordre alphabétique
des trucs de base et on commence à lui parler de choses plus compliquées, plus complexes pour lui, il aurait été perdu, le fossé se serait creusé. Et effectivement, souvent, c'est hyper bénéfique. Moi, je voyais pas ça comme ça. C'est vrai que quand j'ai appris un petit peu à te connaître dans le cadre de cette interview, je me suis dit, mais classe à différents niveaux, comment est-ce que tu t'en sors? Les besoins des CM2 ne sont pas les mêmes que ceux des CE2, tu vois. Et là, ça prend tout son sens, en fait, parce qu'on revoit aussi les bases. Ça permet de faire un petit yo-yo dès qu'il y a un déficit, on va dire, quelque part. Tu viens le combler avec quelques rappels. Exactement. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on part... tu sais, je m'inspire quand même de Montessori, donc je pars de l'enfant lui-même, de ses besoins à lui. Il peut être au CE2, au CM1, CM2. Si cet enfant, il a déjà les compétences il est au CE2, mais il a des compétences de malade, et puis qu'il peut faire des choses de CM1, pourquoi est-ce que je vais le brider à faire du CE2 alors qu'il va s'ennuyer du coup, il va s'ennuyer, il va perdre en motivation, je vais perdre un élève. Et puis, pour remotiver un enfant, c'est... Ah non, je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, tu sais, j'ai travaillé pour des enfants au sein des écoles. Et c'est vrai que j'ai pu constater, j'avais différents élèves, différents niveaux également. C'était en périscolaire. Tu vois en fait la différence entre deux CP par exemple. T'en as un qui a clairement un niveau CE1. T'en as qui sont encore sur l'apprentissage des syllabes, etc. Ou les calculs 1 plus 2 sont encore là, alors que t'en as un autre qui est déjà à 49 moins 5 et qui arrive parfaitement. Donc effectivement... les niveaux déjà dans un niveau unique, niveau de l'enfant ou les besoins de l'enfant dans un niveau unique, ils sont ça varie. Il est là le gros avantage de suivre un enfant sur 3 années à la suite. Ouais. Par contre, je fais un bilan individuel à la fin de l'année parce que c'est hyper important pour moi de savoir s'il veut rester, continuer l'aventure avec moi ou pas. C'est Koh-Lanta ton truc. Ah oui, complètement. On éteint les flammes et tout s'il y a besoin. Parce que, tu vois, si un enfant n'a pas envie de continuer, j'en ai un d'ailleurs qui me l'a dit déjà cette année, il se sent pas à l'aise. C'est un fonctionnement très particulier. S'il se sent pas à l'aise, je ne suis pas là pour l'obliger à lui dire et puis le prendre personnellement en mode ah non mais n'importe quoi, tout ce que je fais pour toi. Non, si ça ne te convient pas, tu as le droit et au contraire, tu as le devoir de me le dire pour qu'ensuite on trouve une solution pour que tu puisses toi-même t'améliorer derrière, à ta façon. Et tu disais que c'est sur 3 ans. Hein. Oui, ok, sur donc 3 ans, s'ils le veulent. Tu suis les enfants sur 3 ans, ceux qui évidemment... C'est ça. J'en ai qui arrivent en cours d'année sur du CM1 directement ou du CM2. Ça arrive, mais ça se passe quand même bien. Et puis même, je trouve que c'est quand même plus avantageux de suivre un enfant déjà sur au moins 2 ans. Ouais. Parce que tu vois l'évolution. Puis après, s'il est fatigué de te voir, il faut l'accepter aussi. Donc en fait, tu les accompagnes jusqu'à la bascule vers le collège. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Ça a l'air tellement sympa. Ta classe, on rappelle que tu es à Saint-Pierre. Hein. Au Tampon. Au Tampon, pardon. C'est ça. Ok, donc là, sans doute que les auditeurs vont se bousculer pour aller chercher ton école et... inscrire leurs enfants dans cette école si toutefois ils sont ok avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici, mais moi ça me semble très bienveillant. C'est des bonnes pratiques finalement, hein. Donc et toi tu te bases sur le bien-être de l'enfant et sur l'apprentissage, mais à son rythme, avec ses besoins. C'est ça. Et surtout qu'il soit actif. Parce qu'en fait, quand on apprend soi-même, même nous adultes, quand on fait des formations et qu'on apprend nous-mêmes, c'est différent que de rester assis à écouter quelqu'un qui nous forme. C'est clair. C'est très différent. J'aimerais qu'on parle du harcèlement scolaire. C'est vrai que les profs, les enseignants sont souvent pointés du doigt quand il y a des faits de harcèlement ou juste des choses qui se passent pendant la cour de récré. Comment l'enseignant n'a pas pu voir, le directeur m'a convoqué, mais c'est mon enfant qui a été écarté un peu de l'école, qui doit prendre du recul. Enfin, comment est-ce que tu vois tout ça, toi, en tant qu'enseignante et avec ces méthodes que tu adoptes? Eh bien, écoute... Le harcèlement scolaire, oui, on en entend parler de plus en plus. On a même des formations, nous, là-dessus. On nous demande d'avoir des référents, que justement, il y a tout un protocole qui est en place aujourd'hui. Moi, jusqu'à présent, je n'en ai jamais eu besoin parce qu'à chaque fois, on arrive à discuter et puis à trouver une solution.
Pendant le temps d'échange, on va utiliser des messages clairs. Je me sens comme ça, un peu comme pour le cercle des bonjours. Je me sens comme ça parce que tu m'as dit telle ou telle chose et j'ai besoin que tu t'excuses. Voilà, on exprime un sentiment, une émotion et un besoin derrière. Ça permet souvent de trouver des solutions très rapidement en utilisant des mots, un vocabulaire, sans avoir à utiliser de la violence ou voilà. J'utilise des accords Toltec aussi. J'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que j'ai toujours pas lu ce livre. Ah, alors moi je l'ai, mes versions enfants, du coup. En gros, tu as le premier principe qui dit que ton épée est une parole. Ta parole est une épée. Oh là là, 1, 2. Ta parole est une épée parce qu'en fait, soit tu peux l'utiliser pour faire du mal, soit tu peux l'utiliser pour, au contraire, protéger quelqu'un et faire du bien autour de toi. Et faire un compliment, ne stress, je trouve que ça peut changer la journée d'une personne, tu vois, donc c'est hyper important. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième, si je me trompe pas, c'était le bouclier ta vérité. Quelqu'un arrive et te dit t'es trop moche aujourd'hui. Alors soit tu t'effondres en disant un tel m'a traité m'a dit que j'étais moche aujourd'hui et ça te rend triste. Soit tu utilises ton bouclier de la vérité. Toi, tu sais qu'en fait tu as fait de ton mieux, tu te sens belle. Donc tu utilises le bouclier puisque la personne t'a dit ça ne va pas t'atteindre. Tu n'en fais pas une affaire personnelle. Ensuite, le troisième principe que j'adore dire aux élèves. Chercher à savoir plutôt qu'à croire. On cherche toujours à comprendre la situation, à savoir d'où vient la vérité, à connaître la vérité, plutôt qu'à croire le copain ou la copine qui a dit « Oui, tu sais, un tel, il a dit que... » Ça s'appelle une rumeur. Est-ce que tu allais parler déjà à cet élève-là pour savoir si c'est vrai? Et là, souvent, la plupart des problèmes, ils se règlent rien qu'avec cette règle-là. Le dernier principe, c'est la devise de notre classe. Fais toujours de ton mieux. Parfois, le mieux, il est très bas, mais voilà, ça arrive, il y a des jours comme ça. Parfois, le mieux, il va toucher les nuages parce qu'on est en pleine forme, parce que voilà, il s'est passé quelque chose qui fait que on est au meilleur de notre forme. Du moment que tu fais de ton mieux, que ce soit très bas ou très très haut, c'est le principal. Et ils arrivent à comprendre ce que tu dis, parce que là tu m'expliques avec nos mots d'adultes, mais comment est-ce que tu leur expliques ces notions qui sont quand même assez lourdes? À travers plein de petites activités, mais pendant le temps d'échange surtout. Pendant le temps d'échange, après la pause méridienne, où il y a souvent le plus de problèmes, le plus de soucis, de crises, etc., de conflits, on fait systématiquement un temps d'échange. Et là on dit, est-ce qu'il y a eu des conflits aujourd'hui? Mais des conflits que vous avez déjà essayé de résoudre par vous-même en utilisant les messages clairs et que vous n'avez pas réussi à résoudre. Ok, donc on en parle. Et c'est là que moi au début, je vais intervenir en réexpliquant chaque principe. Donc tu vois, en plus c'est sur un événement, un fait réel, quelque chose qui va les toucher, les atteindre, parce qu'en fait c'est ce qu'ils ont vécu. C'est du vécu. Donc on part du vécu et je rajoute ma petite couche de principes, accords Toltec, etc. Voilà. Et derrière, ça finit par être intégré. Et à un moment donné, dans le temps d'échange, je n'interviens plus du tout. Il y a un distributeur de parole qui va prendre le relais et faire ce que moi je fais. Le distributeur de parole, c'est pas celui qui va donner les règles et dire voilà, tu dois faire ça et tout ça, je vais à la maîtresse. D'ailleurs, c'est même pas ce que je fais. Par contre, il va dire bon, ok, on t'a donné la parole, on a écouté ton conflit. Ça concernait aussi Nicolas qui est là. Nicolas, vas-y, explique-nous toi ta version. Parce que dans une histoire, il y a toujours deux versions. Ok, on a entendu les deux versions. Maintenant qu'on a tout ça, quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner? Et là, travail de classe. Ok, maintenant on va mettre en place aussi ça, vous en pensez quoi? Et en fait, tout se fait en classe, en groupe, et ça fonctionne beaucoup mieux. Oui, tout le monde est impliqué pour trouver des solutions. C'est ça. Waouh. Voilà. Moi, je vends du rêve, c'est ça. Non, après, c'est loin d'être parfait. J'applique le principe d'ingénieur qu'on m'a appris. Il faut toujours être en amélioration continue. Moi, je doute tout le temps de ce que je fais. Je me pose tout le temps plein de questions. Et je pense que le jour où j'arrêterai de me poser toutes ces questions, là, je ferai plus du bon travail. Si on ne doute pas, pour moi, on peut pas se remettre en question et on peut pas s'améliorer. Donc, et ça donne envie d'avoir des enfants quand on passe ces journées comme ça avec des enfants. Je me permets la question parce que tu es jeune et que voilà. Est-ce que quand on côtoie comme ça des enfants toute la journée, est-ce que on se dit tiens je me verrais bien maman, ou au contraire c'est un moyen de contraception? Pas trop efficace le moyen de contraception parce que du coup j'en ai eu une. Ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un moyen de contraception, non. Mais c'est pas non plus ça qui va forcément te donner envie, en fait. Je pense que il faut bien distinguer le côté personnel. Après. Ça te donne une connexion avec les enfants et une connaissance de comment ils se comportent à tel âge. Oui. Mais sachant que ton enfant sera peut-être complètement différent aussi. Oui. Je suis en train de vivre la chose en ce moment. Donc je joue à la petite maîtresse quand elle arrive, parce que moi c'est vrai que c'est pratique, on se prépare ensemble le matin, on monte ensemble, moi je la dépose dans sa classe de moyenne section
et je retourne dans la mienne. Et à la fin de la journée, quand je la récupère, eh bien, elle observe, elle m'observe, elle adore jouer à la maîtresse. Et c'est vrai que là, comme je fais des cours, en fait, je reste jusqu'à 17h avec un petit groupe d'élèves, elle adore jouer à la maîtresse. Alors, je vais vous apprendre comment on fait un A. Oh, c'est mignon. Peut-être une vocation qui est en train de naître. Hein. Peut-être. On verra. Ouais. Elle sera libre de choisir, en tout cas. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout le fonctionnement de ta classe et de nous parler de toi. J'ai pris vraiment plaisir à t'écouter. Merci à toi de m'avoir invitée. Mais les yeux que tu me fais là, en plus, ça me gêne presque. Ah non, mais moi, c'est vraiment avec plaisir que je suis venue pour partager tout ça. Donc, si ça peut donner envie à certaines personnes ou voilà, aider certains collègues aussi, peut-être, qui voudraient peut-être même se rapprocher et puis pour me poser d'autres questions, moi, c'est avec grand plaisir. Je partage. Merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, je l'espère. Émilie, on a toujours l'habitude de laisser un mot de la fin à nos auditeurs pour être sûr qu'ils nous ont écoutés, qu'ils ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous donner le mot-clé du jour? Il peut être en lien ou pas avec ton métier, ce qui te vient en tête là tout de suite. Être à l'écoute. Bon, écoutez, mettez être à l'écoute en commentaire, qu'importe où vous nous écoutez, que ce soit Spotify, Deezer, Amazon Podcast et YouTube, parce que cet épisode va se retrouver aussi en audio. Mettez les étoiles pour que le podcast puisse être référencé et peut-être que ça attirera aussi des pépites comme Émilie qui nous présenteront leur métier. Un métier finalement classique, tu sais, professeur des écoles qu'on connaît tous, mais là tu nous l'as présenté sous un angle que j'aurais même pas espéré en fait. Tant mieux, mais moi c'est ce que je vis, mais encore une fois, moi je t'invite dans la classe avec grand plaisir. Et c'est magique, moi je vais noter tout ça et on va s'organiser pour que je vienne en reportage immersion une journée dans ta classe. Vraiment, ce sera avec plaisir parce que j'adore les enfants, j'ai déjà travaillé avec les enfants au sein des écoles et ça serait vraiment avec grand plaisir. Bon, cet épisode touche à sa fin. Merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve dans 2 semaines à peu près en compagnie d'une nouvelle personnalité, un nouveau professionnel. Je vous dis à très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.